Moi, j'étais en Tunisie fin décembre. Mais à votre avis, de quoi je parlais avec mes amis tunisiens à Bizerte fin décembre? Nous parlions de ce qui était arrivé à Mohamed Bouazizi, qui était à l'époque hospitalisé. On commençait à me parler de ces manifestations. Il commençait à y avoir des manifestations d'avocats à Tunis. Et je me souviens que dans nos conversations, je disais le rôle que je sens à l'UGTT, à la Ligue tunisienne des droits de l'homme et aux avocats me paraît quelque chose qui est en train de changer la donne. Je ne prévoyais pas que 3 semaines après, le pouvoir aurait changé. En tout cas, moi, vous savez que je suis tunisien, et je suis lié depuis très très longtemps à la Ligue tunisienne des droits de l'homme et à l'Association tunisienne des femmes démocrates. Donc ils m'ont invité et ils m'ont proposé de venir passer quelques jours en Tunisie, tout simplement pour apporter le soutien de Paris à ce qu'est en train de bâtir le peuple tunisien et peut-être aussi partager des valeurs, des principes et puis rencontrer les uns les autres. Après la Ligue tunisienne des droits de l'homme et les femmes démocrates, j'ai tout à l'heure rencontré les 3 commissions qui m'ont vraiment impressionné, aussi bien celle sur les réformes démocratiques que celle sur l'établissement de la vérité dans les responsabilités des événements, des morts, des drames qui se sont déroulés, et aussi sur la lutte contre la corruption. Voilà, c'est la Tunisie qui change. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens courageux, beaucoup de gens désintéressés, aussi bien dans le gouvernement de transition. Et à partir de demain, effectivement, je vais rencontrer le Premier ministre, le président par intérim, M. Chebbi. Je vais voir aussi des personnalités politiques qui ne sont pas dans le gouvernement, comme M. Benjafar. Je vais voir l'UGTT, l'Ordre des avocats. Je verrai aussi le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est le leader des Tadjides. Donc voilà, je vais, moi, écouter la société tunisienne. Je n'ai pas de leçon à donner. Quand je parle de Bertrand Delanoë, certes, Bizertin et tout ça, mais il est né en Tunisie, mais une triple casquette qui ne montre pas un peu, il prête serment à qui, de fidélité, enfin, parce que c'est à la Tunisie, c'est bon, j'en doute très fort, parce que M. Bertrand Delanoë, vous savez bien, que depuis le début de la Révolution, monsieur, quand il se déplace pas pour rien. Donc il s'est déplacé clairement pour chapeauter un peu toutes les éventuelles issues qui peuvent sortir le peuple tunisien de l'ancienne machine. Donc ce qui fait, voilà, vous savez comment ça fonctionne, c'est des gens soutenus par des financiers, ils créent des problèmes et qu'ils l'anticipent pour aller résoudre les problèmes. Donc le dossier ne sort pas d'entre leurs mains, donc finalement c'est comme ça qu'ils coupent le chemin à toute voie dissidente pour, comment dire, une voie dissidente qui cherche à ramener le pays sur leur droit chemin et de le défaire un peu de tous ces parasites, de toutes ces interférences, je dirais même pas interférences, toutes ces ingérences illicites dans les affaires d'un pays. Donc, M. Bertrand Delanoë, par exemple, il a eu le contact avec les 3 commissions qui parlent de la lutte contre la corruption, contre les commissions qui traitent des victimes, un peu ceux qui sont tombés un peu dans la rue, un peu des Bourguiba et toutes les villes de la Tunisie à l'occasion de la Révolution, même pendant le régime de Ben Ali. Donc quelqu'un qui vient chapeauter ces commissions, c'est pour les faire avorter, c'est clair, c'est net, depuis la République de Clémenceau. Donc vous savez, enfin si vous voulez étouffer une affaire, eh ben, créer une commission d'enquête. C'est toujours le même culte, donc vous créez le problème et vous anticipez, vous venez en sauveur. Et comme ça, il n'y aurait pas d'autres commissions qui seraient indépendantes pour traiter de qui a fait quoi. Donc, mis à part les commissions, M. Bertrand Delanoë, il avait aussi contacté l'UTICA, et il avait contacté, comme je dis, l'UTICA, c'est les corporations professionnelles. Donc il a contacté l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, ça veut dire il avait chapeauté tout, même tous les partis politiques, il s'est mis en contact. Et par quel cheval de Troie il est entré? C'est par ce qu'on appelle les droits de l'homme. Alors, vous savez que les droits de l'homme sont tous, bon, on essaie d'étouffer un peu cette vérité-là pour que les gens ne sachent pas. Alors il y en a qui le savent, il y en a peut-être qui ne savent pas encore. Alors que c'est ceux qui sont sous les droits de l'homme, ce sont les commis un peu de la National Endowment for Democracy, c'était le nouveau visage d'exercice de la CIA dans le renversement du régime, dans la reconduction de leurs fidèles pantins contre la souveraineté
d'un quelconque pays. Donc, sous cette casquette des droits de l'homme, ils ont essayé enfin, d'avaler un peu toutes les, comment dire, les attentes des Tunisiens, non pas pour servir les droits de l'homme, mais pour continuer à instaurer une dictature encore plus farouche. Donc, les Tunisiens maintenant devraient se réveiller de ça. D'ailleurs, ce que j'avance là à propos de Bertrand Delanoë, ça a été passé à la chaîne Nesma, donc il était sur le plateau et c'est lui-même qui avait avoué ça. Bon, monsieur aussi, il prétend venir avec les valeurs culturelles et tout ça, j'aimerais bien savoir quelles valeurs culturelles il est en train de véhiculer, et surtout quand il est lié d'amitié avec une association qui est celle des femmes démocrates. Association des femmes démocrates qui est là dans le pur complot contre l'ordre social tunisien et ils en ont fait des ravages. Et d'ailleurs moi, pour arriver un peu à me situer un peu dans l'oppression que j'ai subie du côté du régime de Ben Ali, c'était à travers cette association de femmes démocrates dont la présidente était Salem Belhaj, qui était pédopsychiatre. Donc, une femme farouchement féministe, quand, qu'on lui signe le rôle d'expert pédopsychiatre auprès des tribunaux. Donc vous imaginez le tableau, donc une féministe qui contre le patriarcat, contre l'ordre établi de la société tunisienne, qui était là tout juste pour dénaturer. Donc des enfants qui sont pris dans le piège, un peu de ces associations qui utilisent les enfants de façon, je dirais, barbare, bien que ce soit par la feuille de stylo. Alors c'est des gens qui jugent sur l'honneur, qui jurent sur l'honneur dans leur rapport d'expertise, alors que leur rapport d'expertise c'est des rapports purement tendancieux, chose qui est condamnable par la loi tunisienne, alors que vous savez bien, depuis Ben Ali, on gérait le pays avec des lois non écrites. Il y a des gens qui sont au-dessus de la loi parce qu'ils sont protégés par les doubles casquettes, comme je dis, Bertrand Delanoë. Donc, ce sont des choses que les Tunisiens maintenant doivent savoir. La profondeur du complot qui se tisse contre l'ordre établi au niveau de la Tunisie, c'est un ordre Abkao qui, comment dire, pris par l'étendard de ce qu'on appelle ces associations-là de femmes démocrates, donc qui n'ont rien de démocrate. D'ailleurs, une femme qui porte un foulard, on n'accepte pas, on la refoule parce qu'elle n'est pas dans les mêmes objectifs, dans la même perspective. Donc, vous pouvez le comprendre clairement, c'est que c'est une secte. Parce qu'une secte, voilà, c'est ça, ils ont un code, un ordre, ils ont des critères comment dire, de recrutement. Donc, une association qui n'a rien à cacher, qui prétend être démocrate, elle accepte tout le monde. Alors, ce qui fait, on ne peut pas se prétendre démocrate comment dire, en essayant d'exclure ceux qui ne collent pas à leur agenda. Donc, la secte, maintenant, c'est des choses, c'est des sociétés qu'on trouve de plus en plus, même en Tunisie. Donc la secte, les sectes, ce n'est pas une affaire purement française. Donc c'est dans cet élan-là que je conseille les Tunisiens de continuer le fait de réprouver un peu toute personne qu'on sait qu'elle est anti-tunisienne, anti-révolution, anti-maturation de notre révolution. Et donc, ces gens-là, dès qu'ils mettent les pieds sur le sol français, j'en fais appel aux Tunisiens qu'ils montrent qu'ils ne sont pas les bienvenus. Bon, peut-être qu'ils le manifestent, mais maintenant, ils devraient le manifester encore avec plus de force. Bon, je sais bien que les Tunisiens qui habitent en France, c'est peut-être, ils ont chacun leur histoire. C'est toujours dans le sens du complot mondialiste, créer des mouvements migratoires où on arrive à aliéner même le citoyen et le faire détester son pays. Alors, il y en a plein qui sont tombés dans le piège, qui sont arrivés à détester un peu leur pays, donc ils sont partis, enfin loin de nos yeux, sous d'autres cieux, mais pour revenir malheureusement, non pas avec l'élan patriotique, où ils se retrouvent un peu dans leur identité, mais non, c'est des gens qui sont revenus avec plein de poisons mentaux, quoi, comme une revanche contre un pays, on dirait comment dire,
c'est pas une revanche, mais c'est une vengeance plutôt, une vengeance. Une vengeance contre un peuple qui, on dirait qu'il les a lâchés pour quelque temps, donc qui les a subis, qui les a laissés subir un peu l'oppression d'un régime sans bouger un doigt. Bon, de là à être indigné, d'accord, mais de renverser un peu toute une vie de quelqu'un qui prétend aimer son pays pour revenir comme quelqu'un qui manifeste une vengeance, une réelle vengeance. Et sous un drapeau de politiciens qui essayent de, soi-disant, de se présenter en tant qu'un homme des rois de l'homme et qui essaient de mettre un peu de l'ordre dans le pays, alors que c'est pas pour mettre l'ordre dans le pays, c'est pour réellement foutre la merde et mettre le désordre total dans le pays. Donc ces gens-là, je trouve que ils se trouvent remplir parfaitement le cahier de charge de ce que devrait être un homme politique. Par excellence, un homme politique, maintenant, on le voit clairement, il faut être psychopathe pour être un homme politique. Parce qu'un homme qui est honnête, qui est correct et tout ça, il n'a pas de chance d'être dans le politique. C'est ce qu'on essaie de nous convaincre. Mais quand je vois des voix qui s'élèvent comme ça, comme tous ceux que je trouve, enfin, même avec leurs différences sur, euh, comment dire, le site de, enfin, l'association de M. Soral, dont le nom est rejoint très très bien, il est vraiment d'actualité, égalité et réconciliation. Donc, vraiment, j'ai flashé pour ce nom-là, égalité et réconciliation, parce que c'est tout à fait ce dont l'humanité a besoin maintenant. C'est une reprise des repères un peu de ce que c'est également égalité. Égalité dans la dignité, d'accord? Et la réconciliation, parce que vraiment, il y a eu assez de guerres gratuites, inutiles, et que les peuples ont été victimes. Euh, d'une manne satanique qui a essayé pendant des siècles un peu de remonter les peuples les uns contre les autres, les minorités peut-être même contre, pour qu'il y ait toujours le trouble, le flou, une condition dans laquelle ils peuvent voler les peuples, je dis bien voler les peuples, en toute tranquillité parce qu'ils sont occupés déjà avec leur merde là. Problème. Donc, cette lettre, maintenant, elle ne peut que venir soutenir les Tunisiens qui restent quand même patriotes, malgré qu'ils ont été mis dans le piège de l'immigration, où ils sont obligés un peu de faire des concessions sur leur identité, pour se réintégrer, soi-disant, dans une nouvelle société. Pourtant, il y en a qui se sont bien intégrés dans la société française, parce que finalement, la société française, c'est vrai, c'est le pays des Lumières, c'est le pays du cosmopolitisme qui tourne maintenant comment dire, c'est du grabuge, c'est plus la même chose. Mais, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, c'est quand on sait qu'il y a de la chose, qu'il y a de la valeur, il y a une chose qui a de la valeur comme de l'or par exemple, ben, ces gens, ils vont chercher une pépite d'or dans un égout. Alors, la condition, la situation politique mondiale, c'est vraiment un égout. Et surtout la situation médiatique, c'est vraiment un égout. Mais là, trouver des gens qui nous éclairent comme ça, comme ceux qui sont sur contre-culture, vraiment, c'est des gens que je félicite d'aller contre-courant. C'est vraiment la pépite d'or qu'on cherche vraiment dans un égout. Alors, je me demande, pourquoi les gens s'amuseraient à chercher une pépite d'or dans un égout, parce qu'ils connaissent que une fois l'or il est entre leurs mains, ils vont oublier un peu l'odeur nauséabonde de l'égout et tout ça, mais finalement, parce qu'ils savent qu'il y a de la valeur dans cette pépite d'or. Pourquoi est-ce qu'on n'engage pas le même effort quand on cherche une vérité qui est dans un flou médiatique, et qui est comme cette pépite d'or qui est dans l'égout. Donc, je crois que chercher la vérité, c'est la seule chose qui peut nous libérer un peu du flou dans lequel nous baignons, ça fait depuis le début de la Révolution, et que les mondialistes ils sont en train de gagner du terrain dans cette ambiance de naïveté où le peuple il tend presque à tomber dans le piège où il est remonté l'un contre l'autre. Bon, l'autre fois, je vous ai parlé du Forum social mondial qui s'est tenu en Tunisie du 26 au 30 mars. Donc, je vous ai dit que c'était un feedback qu'on attendait
un peu, c'est un feedback que les mondialistes un peu attendent pour voir un peu le degré de résilience des Tunisiens, de résistance et tout ça. Bon, c'est à quoi je m'attendais, et vraiment, j'ai trouvé tout à fait ce que j'imaginais, eh ben, sur la scène.